Alice Milani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à l'Agence régionale du livre de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur d'avoir permis cette rencontre un peu particulière. Alors, je rappelle que vous avez été sélectionné pour le prix littéraire des lycéens et des apprentis de la région Sud dans la catégorie bande dessinée pour l'ouvrage Marie Curie, qui est ici. Et la première question qu'on souhaitait vous poser, c'est est-ce qu'il s'agissait pour vous d'une surprise, cette nomination ? Oui, c'est l'éditeur qui m'a prévenu, mais je ne savais pas du tout que mon travail avait été pris en considération. Je n'étais pas du tout au courant, donc c'était une belle surprise. Qu'est-ce que ça représentait pour vous ? C'est une belle occasion d'avoir beaucoup de retours. On a déjà fait des rencontres avec des classes de lycée et ça s'est très bien passé. Ils ont posé plein de questions et ils sont allés vraiment à fond dans le sujet, dans la vie de Marie Curie ou bien dans la modalité dont je travaille. Ça a fait sortir plein de questions et ça fait plaisir que mon travail soit lu parce que c'est le plus important quand on prend tant de temps et de peine à dessiner ou à écrire quelque chose. Ça fait plaisir que ça voyage dans le monde et que quelqu'un le lise. Et alors, pourquoi le choix de ce sujet, de Marie Curie ? Donc, je voulais faire une biographie d'une femme, d'un personnage féminin très fort. Et ça m'intéressait que ce soit quelqu'un dans le monde des sciences parce que mes parents sont des scientifiques. Ils ont travaillé, ma mère était physicienne et mon père était mathématicien. Donc, ils ont fait de la recherche toute leur vie. Et l'idée de raconter l'histoire de Pierre et Marie Curie qui travaillaient ensemble lorsqu'ils avaient aussi 2 enfants, et ça me rappelait mes parents qui parlaient de travail tout le temps à la maison lors des repas. Et bon, mes parents n'ont pas gagné de prix Nobel, évidemment, mais ça me rappelait quelque chose qui est proche de moi. Puisque ça parle de physique nucléaire, et c'était pas du tout un sujet sur lequel j'avais des bonnes bases, parce que j'ai fait des études d'art, évidemment. J'ai tout réétudié ce sujet-là et mes parents m'ont beaucoup aidé par exemple, avec ma mère, on a téléchargé la thèse de doctorat de Marie Curie et on a lu la première partie où elle explique comment elle a mis en place son expérience et elle explique chaque bout, chaque passage. Et c'est ma mère qui m'a aidée à bien dessiner correctement chaque passage pour que dans la scène où elle est dans son laboratoire, et c'est là où elle a l'idée de faire l'expérience de cette manière. C'est là que c'est ma mère qui m'a aidée. De cette manière, si quelqu'un est vraiment un expert en physique nucléaire et qu'il lit cette page-là, il ne va pas trouver que c'est mal fait. Voilà. C'était important que ce soit accessible à tout le monde, mais quand même correct. Du coup, on peut peut-être dire qu'il y a un petit peu de vous chez Irène. Ah oui, mais Irène a gagné un prix Nobel aussi. Donc ça met beaucoup de pression. Non, mais j'ai voulu terminer avec Irène parce que c'est elle qui a pris l'héritage du travail de Pierre et de Marie et qui a poursuivi la recherche. Donc c'était pour ça que le personnage d'Irène était important à ce moment-là, à la fin du livre. Mais bon, la plupart de l'ouvrage, ça fait 200 pages, mais la plupart de l'ouvrage, c'est vraiment sur le personnage et sur sa vie privée qui a été tellement pleine de choses et tellement bouleversante, ça valait vraiment le coup de raconter. D'ailleurs, vous dressez un portrait très subtil et en même temps très moderne de Marie Curie, qui jongle entre les couches, ses enfants, mais en même temps son travail. Est-ce que c'est aussi ça que vous vouliez montrer, la modernité du personnage ? Je voulais montrer que même si c'est une femme hors du commun, que c'est quelqu'un quand même qui avait des enfants et qui faisait aussi de la confiture et qui faisait aussi plein de choses que tout le monde fait. Donc même si c'est une histoire qui se déroule dans un autre siècle que le nôtre, je voulais que le lecteur puisse le ressentir un peu comme une femme moderne, parce qu'il y a toujours des femmes modernes qui font de la recherche aujourd'hui et je voulais que ça parle à eux aussi. Une femme moderne qui doit en plus constamment faire ses preuves, puisque quand on parle d'elle dans les journaux, on parle d'elle comme la femme d'eux ou la maîtresse d'eux et plus rarement comme la scientifique. Oui, c'est ça, j'ai voulu montrer qu'au début du livre, dans la première partie, quand elle gagne le prix Nobel avec Pierre,
les journaux la décrivent comme une assistante parce que tout le monde pensait que, puisque Pierre était un autre scientifique et qu'il a collaboré avec elle sur le travail qui a gagné le prix, et puisque lui, il était plus âgé qu'elle, ils ont tous pensé que c'était peut-être son idée et la femme, elle l'aide un peu. Mais finalement, quand le mari est mort, quand Pierre Curie est mort soudainement dans un accident, tout le monde s'attendait à ce qu'elle arrête de travailler, mais en fait, non, elle avait encore beaucoup d'idées et beaucoup d'énergie pour travailler. Et c'est ça ce qui a fait la vraie épreuve, c'était de travailler en tant que femme seule, en tant que veuve. Donc, ça, c'était encore un autre niveau. Avec Pierre, dans les relations entre Pierre et Marie Curie, on voit énormément de respect de la part de Pierre pour le travail de sa femme, pour l'intelligence de sa femme. On dirait presque qu'il se met en retrait. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est ça ce qui me plaisait dans le personnage de Pierre, et c'est pour ça que il a gagné comme prix la place sur la couverture. Parce que finalement, quand j'ai dû dessiner la couverture, et je voulais éviter de dessiner Marie Curie avec une éprouvette dans un laboratoire, ce qui est vraiment l'image la plus commune qu'on peut trouver sur Internet. Donc, je voulais un peu sortir de ce cliché-là et je voulais montrer de quoi ça parle cette BD. Si je retire le nom Marie Curie, de quoi ça parle en fait? Et ça parle d'une femme qui a une dédication au travail exceptionnelle et de l'histoire d'amour avec son mari et du travail qu'ils ont fait ensemble, même s'il y a tout un bout de sa vie qu'elle a fait sans lui. Donc, c'est pour ça que quand je suis arrivée vers la fin et que je dessinais la scène où Marie Curie fait un rêve et qu'elle voit son mari en rêve et qu'elle discute avec lui de physique, c'est là que je me suis dit, c'est ce moment-là que je veux sur la couverture. Et donc, j'ai fait une couverture un peu atypique avec un moment intime, alors que c'est pas du tout ce qu'on s'attend quand on achète un livre sur une femme de science. Vous utilisez plusieurs techniques de dessin. Il y a de l'aquarelle, il y a du crayon. Est-ce que ça a un sens par rapport à l'histoire, par rapport à ce que vous voulez dire, une atmosphère particulière? Oui, il y a c'est une technique très mixte, donc j'utilise, c'est vrai, de l'aquarelle, mais aussi de la gouache. J'utilise des écolines, c'est des encres avec des couleurs très très brillantes, donc je les utilise aux endroits où je veux vraiment qu'une couleur ressorte par rapport aux autres. Par exemple, quand il y a le jaune des éprouvettes radioactives, c'est du jaune écoline, ou bien le bleu foncé de la nuit, quand il y a le laboratoire et Marie est en train de travailler le soir et que dehors c'est la nuit, là c'est du bleu écoline. Et puis j'utilise des crayons, des crayons couleurs. Et c'est une technique très mixte et je fais tout sur papier. Et il y a très peu de numérique. En fait, c'est que le lettrage qui est fait à la main et qui est superposé numériquement. Mais sinon, le reste, c'est vraiment de la peinture. Il fallait que chaque scène ait un peu son caractère à travers la couleur. Déjà, le bleu très foncé de la veste de Marie Curie est récurrent, donc elle porte pendant toute la BD, elle porte la même veste presque. Et du coup, c'est comme si à travers les planches qui ont des différentes couleurs, on peut toujours reconnaître la robe toute ronde bleu foncé de Marie. Je voulais quelque chose de très simple pour qu'on puisse la reconnaître visuellement. Donc c'est cette robe bleue et les cheveux clairs et le grand front comme ça. Et puis chaque scène, elle a un peu sa palette de couleurs. Donc par exemple, il y a des scènes qui sont très roses quand elle connaît Pierre, avec une belle lumière rose. Sinon, les scènes où, par exemple, où on s'approche à la mort de Pierre quand il va avoir son accident, j'ai choisi des couleurs très sombres. Il y a du noir et il y a du rouge, mais c'était très gris parce que c'était aussi un jour où il pleuvait et qu'il faisait très, très noir et qu'il a été renversé dans la rue. Et donc, je voulais que il fallait que ce soit à son couleur. Au-delà du temps que vous avez passé sur l'aspect scientifique, combien de temps est-ce qu'en amont de la bande dessinée, vous avez travaillé pour comprendre Marie Curie, comprendre ses robes, comme vous disiez, comprendre sa vie? Justement, ça a pris beaucoup de temps. Et d'ailleurs, le travail en total, ça a pris 1 an et demi presque.
quand je suis arrivée à page 100, j'ai redessiné la plus grande partie des visages des personnages dans la première partie du livre parce que c'était que à force de les dessiner plusieurs fois que j'ai vraiment compris comment je voulais les dessiner de manière synthétique parce qu'au départ, c'est toujours d'après des photos. Mais bon, on ne peut pas s'arrêter juste à copier la photo. Il faudrait vraiment trouver une manière de dessiner qui colle avec le caractère du personnage et avec mon style de dessin. Donc, c'est pas. Si vous regardez les planches, Marie Curie, elle ne va pas trop ressembler à la photo que vous trouvez sur Internet, mais le plus important, c'était que ses expressions soient assez vivantes et qu'elles puissent être vraisemblables. Donc, c'est l'expression le plus important, c'est pas le détail, la vraisemblance. Est-ce que vous avez une méthode de travail qui prévoit un synopsis très particulier? Est-ce que vous travaillez en prévoyant dès le départ tout le découpage de vos planches? Est-ce que vous laissez une place à l'imagination dans votre travail? Il y a toute cette première partie où je prends beaucoup de notes. Donc, dès que je lis quelque chose qui m'intéresse et que je me dis ça pourrait rentrer dans le livre, je note. Donc, une fois que j'ai tout noté ça, donc j'ai un espèce de scénario qui est écrit avec un peu de dialogue et des descriptions. Par exemple, qu'est-ce que j'imagine que Marie est en train de faire pendant qu'elle lit ça. Ben, une fois que j'ai ça, je commence à faire un storyboard, c'est-à-dire je dessine des brouillons de planches. Et, là, c'est le moment où je dois décider comment je vais diviser la page, combien de cases, quelle taille les cases et quel cadrage. Et ça, c'est très important parce que ça va définir le rythme de lecture et c'est vraiment le plus délicat. Et puis, une fois que j'ai ça, même si c'est très mal dessiné, mais au moins j'ai ça. Et je peux savoir combien de pages il y a et je peux tout relire et voir si ça marche, si tout est compréhensible, si chaque personnage, au fur et à mesure qu'il apparaît, est-ce qu'il a été présenté avant ou bien est-ce que le lecteur va comprendre qui est cette personne, est-ce qu'il va comprendre qu'est-ce qui se passe et est-ce que c'est trop long ou c'est trop court ici. Et là, alors, je pars avec le dessin des planches. Mais le plus délicat, en fait, c'est le storyboard. Ce n'est pas la première fois que vous choisissez une femme hors du commun pour vos livres. Est-ce qu'on peut imaginer que la prochaine fois, ce sera aussi un portrait de femme? Ah oui, tout à fait. Je suis en train de travailler sur un autre portrait de femme. Et c'est une autre femme de science. Et je me suis un peu spécialisée là-dessus. Mais mon premier travail sur Wisława Szymborska, la poète polonaise, bah, celui-là, c'était l'éditeur qui m'a proposé le personnage. On dessinait des bandes dessinées de quelques pages et on les imprimait, on les diffusait avec un groupe de copines lors des festivals de BD en Italie. Mais on avait commencé à se faire connaître comme ça, et on avait commencé à prendre contact avec des éditeurs. Et il y a cet éditeur, Becco Giallo, qui m'a vraiment fait confiance à l'époque et qui a pensé de me proposer ce personnage. Au tout début, je me suis un peu lancée là-dessus avec plein d'enthousiasme et très peu d'expérience. Mais je pense qu'ils ont bien vu, ils ont bien choisi le personnage parce que c'était très collant avec mon caractère à moi. Ce qui m'a plu, c'était que je racontais la vie de quelqu'un d'autre, mais je pouvais mettre plein de choses de ma vie, de mon expérience personnelle là-dedans. Et du coup, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et c'est ce que je suis en train de faire avec mon nouveau travail sur Sofia Kowalewska. Il y a plein de parties de documentation, donc je raconte en effet sa vie, mais il y a aussi plein de créations dedans. Et donc, je peux mettre vraiment beaucoup de moi là-dedans. Et c'est un travail vraiment, vraiment personnel. Donc, j'aime bien le fait de pouvoir unir les deux aspects. Sofia Kowalewska, c'est une scientifique qui a vécu encore avant Marie Curie, une Russe qui a eu une vie très courte mais très, très flamboyante. Et elle a même participé à la commune, elle a même participé à la commune de Paris parce que sa sœur était là. Et elle a fait un travail très important en mathématiques, mais un travail très abstrait, donc ça serait très difficile à faire passer. Mais sa vie privée était vraiment pleine de drames et de joie et de choses à raconter. Et elle a été la première femme à avoir un poste de prof à l'université à Stockholm. Donc
C'était une vraie pionnière. Vous travaillez dans l'édition, vous êtes directrice de collection, vous avez créé un collectif d'auto-édition. Est-ce que ce travail d'édition s'inscrit dans votre travail d'écriture ou le contraire? Comment est-ce que vous travaillez avec d'autres auteurs? Quand on m'a proposé de travailler pour les éditions Becco Giallo, au début, c'était vraiment bouleversant. J'avais vraiment pas pensé à ça. Mais en fait, eux, ils avaient pensé monter une collection de livres de fiction. Et ils me connaissaient pour mon travail, parce que j'avais fait 2 BD avec eux, mais aussi parce que j'avais cette expérience de autoproduction, de auto-édition. Qu'on faisait vraiment juste pour nous amuser, pour avoir un espace de liberté, pour créer nos BD. Mais je ne pensais pas que ça puisse être vendu comme expérience professionnelle. Voilà. Et depuis que j'ai commencé à travailler pour un éditeur, déjà j'ai compris plein de choses que je n'avais pas compris avant. Donc quand on a l'occasion de regarder le travail des autres, comme chacun travaille d'une manière différente, donc on est en contact avec des tas de talents différents, ça m'apporte plein d'idées pour mon travail à moi. Parce que au plus je lis de la BD, je discute de BD, j'analyse, au plus ça me rend consciente, et que quand je fais une BD moi-même, quand je fais un storyboard surtout, j'ai plus de possibilités, plus de choix de choses que je peux faire. Avec les années et avec mon travail d'édition, j'ai appris à mieux gérer la structure de la page et à utiliser mieux l'espace que j'ai. Et comme ça, je peux raconter des histoires plus complexes et plus passionnantes. Voilà. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans la BD? Tout d'abord, c'est de lire plein de BD. Si on veut dessiner de la BD, il faut avoir de la curiosité vers le monde de la BD. Donc, mais il me paraît qu'en France, vous avez déjà un jeune public qui est plus habitué à lire de la BD. Parce qu'en Italie, on a ce phénomène étrange. On a des jeunes qui arrivent dans les écoles de BD qui ne lisent pas de BD presque, ou ne lisent pas de littérature, ou ne sont pas intéressés à la peinture. Et ça me paraît très étrange. Et ce qu'ils produisent, c'est toujours, ça ressemble un peu à ce que la plupart des dessinateurs font. C'est un peu trop mainstream, comment dire. Il y a eu en Italie, dans les dernières 10-15 années, il y a eu vraiment des auteurs qui ont poussé les limites de ce qu'on peut faire en BD. Et, ils ont vraiment fait de l'expérimentation et de très bonne qualité. Il y en a eu plein à l'étranger, mais je veux dire, il y a une belle scène en Italie qui s'est formée. Et du coup, il faut la suivre, il faut au moins être attentif à ça. Parce que sinon, le risque, c'est de faire, de répéter ce qui a déjà été fait des milliers de fois. Et quand on me propose des BD, des récits ou bien des planches dans mon travail chez Becco Giallo comme éditeur, la première chose que je regarde, c'est est-ce que ce garçon ou cette fille est en train de faire quelque chose de un peu différent? Est-ce qu'il est en train d'expérimenter quelque chose, essayer quelque chose qui me surprend au moins un peu? Sinon, même si l'histoire est très bonne, très bien écrite, très bien structurée et très passionnante, je ne vais pas accepter ce travail-là. Ça va peut-être être accepté chez un autre éditeur, mais pas chez moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Le temps que vous nous avez consacré pour votre dessin. C'était un plaisir de vous rencontrer. En cette période d'autant plus compliquée où on a du mal à aller à la rencontre de nos auteurs, c'est un vrai bonheur d'avoir passé cette heure avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.